C'est l'heure de votre journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. On commence par les titres. Des avantages qui font polémique en Côte d'Ivoire. Des officiels et leurs familles peuvent voyager à des tarifs préférentiels et bénéficier d'un accès aux soins à l'hôpital américain de Paris. La plus haute juridiction de l'ONU donne raison à la Guinée équatoriale face au Gabon. Les deux nations voisines se disputaient 3 petites îles situées dans des eaux potentiellement riches en pétrole. L'actualité culturelle nous amène au Festival de Cannes. Le Nigeria fait ses grands débuts sur la croisette avec un long métrage tourné à Lagos. L'ombre de mon père, du réalisateur Akinola Davis, a été sélectionné dans la catégorie Un certain regard. On commence donc ce journal avec cette polémique en Côte d'Ivoire. Un partenariat entre le Sénat et la compagnie Corsair aérienne qui permettrait des billets d'avion et des soins médicaux à tarifs préférentiels pour les élus ivoiriens. L'opposition et les internautes dénoncent une démarche élitiste et déconnectée des réalités du peuple ivoirien qui peine à accéder aux soins de base. Les détails avec Julia Guggenheim. Il n'a fallu que quelques heures après la prise de parole de Candia Camara, la présidente du Sénat, pour que toute l'opposition du PDCI au PPACI dénonce en bloc une convention, je les cite, honteuse pour les premiers, révoltante pour les seconds. Les deux partis ont affirmé s'en désolidariser et on dit qu'aucun de leurs élus n'en bénéficierait. Dans les rues d'Abidjan, ce sont surtout les tarifs préférentiels à l'hôpital américain de Paris qui fait grincer des dents. La question d'aller se soigner à l'étranger est vraiment très importante, mais dans la mesure où chacun de nous posséderait peut-être un passeport ou un visa. Mais du fait que ce n'est pas forcément tout le monde qui l'a, je pense qu'il est plus ou moins nécessaire que cela puisse être importé ici. Pourquoi est-ce qu'ils ne se soignent pas ici? Ah oui, parce que le système de santé, qui est-ce qui le fait? C'est eux. C'est eux la politique. Donc je pense qu'à la limite, c'est de se foutre de la population ivoirienne. Ici, on ne peut même pas se faire soigner facilement. Actuellement, même la CMU qu'on a, elle ne passe pas. La carte mutuelle qu'on a là, elle ne passe pas. Un cadre du RHDP avec qui j'ai pu m'entretenir a dénoncé la démagogie et le populisme de l'opposition, tout en rappelant que ce partenariat avec la compagnie aérienne existait depuis 2019. D'après lui, il a surtout servi à faire des économies de 35 à 40% sur les billets d'avion pour les institutions qui ont noué cette convention et donc, in fine, pour l'État. La compagnie, elle, affirme que le partenariat avec l'hôpital américain est disponible pour tous ses clients, mais pour une partie de la population ivoirienne, ces privilèges restent perçus comme injustes. La Cour internationale de justice a donc tranché ce lundi dans l'affaire opposant le Gabon et la Guinée équatoriale autour des îles Mbagné, Cocotier et Konga. Le Gabon a toujours soutenu qu'un traité, la Convention de Bata, lui conférait la souveraineté sur les îles. Mais la Guinée équatoriale affirme de son côté que le Gabon occupe illégalement les îlots depuis 1972. Les explications de notre correspondant Ismaël Obiangnese. C'est dans une atmosphère lourde que les Gabonais ont accueilli cette décision tant attendue. En octobre dernier, le Gabon et la Guinée équatoriale ont demandé à la Cour internationale de justice de décider non pas de quelle nation dispose de la souveraineté sur ces îles, mais de décider de quel texte juridique est valide. Le Gabon soutient qu'un traité signé en 1974, Convention de Bata, lui confère la souveraineté sur ces îles, mais l'original du texte n'a jamais été retrouvé. La Cour a donc estimé qu'une photocopie de la Convention de Bata ne pouvait pas être juridiquement valide. C'est donc une décision lourde de conséquences pour le Gabon. Ces îlots sont situés dans une zone maritime riche en hydrocarbures. Leur perte représente un manque à gagner considérable pour le Gabon, une réduction de sa zone économique exclusive et de ses droits d'exploration et d'exploitation et un recul stratégique en termes de voies maritimes et de pêche. Sur le plan diplomatique, certains observateurs redoutent déjà un refroidissement des relations bilatérales entre Libreville et Malabo, déjà fragilisées par les médiations passées. Cette décision rendue donc aujourd'hui ne va donc pas clôturer le débat. Les deux pays devraient devoir discuter des suites à donner à ce dossier sensible.
Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images, la France et l'Algérie toujours en froid avec une nouvelle déclaration, cette fois de l'Algérie, qui dit répondre, et je cite, par une application stricte de la réciprocité. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, avait annoncé la semaine dernière le renvoi en Algérie de tous les agents titulaires de passeports diplomatiques qui n'auraient pas de visa. Les deux pays traversent depuis plus de 9 mois une crise diplomatique sans précédent, marquée par une série d'expulsions de fonctionnaires de part et d'autre. Le chef de l'opposition tanzanienne comparaissait ce lundi devant un tribunal de Dar es Salaam pour trahison, une accusation passible de la peine capitale. L'opposition et les ONG de défense des droits humains dénoncent une répression politique de la part du gouvernement. À l'issue de cette audience, le dossier a finalement été renvoyé au 2 juin. Et l'actualité au Soudan, c'est cette nomination d'un nouveau Premier ministre. Kamel Al-Tayeb Idriss est un ancien diplomate, également candidat à l'élection présidentielle de 2010 face au général Omar El-Bachir. Le pays continue en attendant d'être en guerre avec ce bras de fer entre le général Abdel Fattah al-Burhan et son ancien bras droit, le général Mohamed Hamdan Daglo. Une guerre qui, depuis 2023, a tué des dizaines de milliers de personnes, déraciné 13 millions et plongé le pays dans ce que l'ONU décrit comme la pire crise humanitaire au monde. Vous connaissez peut-être cette devise « Bois inutile porte fruits précieux ». En tout cas, au Niger, la gestion de déchets a donné tout son sens à ce proverbe. Une coopérative récupère toutes les formes de plastique pour les transformer en produits durables, tels que des tables, des bancs ou encore des pavés. Une solution pour parer à la réduction des importations de matériaux depuis le début de la crise et une bonne nouvelle pour l'environnement. Reportage. Le centre de tri et de valorisation des déchets de Dagamette à Agadez est la fierté de Mohamed Tiassidi. Ici, 11 personnes travaillent à temps plein, mais plusieurs centaines d'habitants y trouvent une activité partielle. Récolter les déchets plastiques dans la ville d'Agadez, puis les livrer au centre. L'objectif ? Transformer ces déchets en table-bancs pour les écoles de la région, alors même que les matériaux habituels qui viennent de l'extérieur du Niger sont devenus rares. Et pourtant, malgré les commandes, l'activité de Sidi a du mal à décoller. Malheureusement, il y a vraiment cette difficulté de commandes, en tout cas des importantes commandes qui vont nous permettre à la fois de valoriser les 130 tonnes de déchets plastiques que vous voyez là-bas. Pourquoi vraiment nous en appelons aux autorités et aussi aux partenaires d'insérer dans leurs fiches techniques les tables-bancs recyclés. Mohamed Tiassidi n'a pas encore obtenu de l'État les contrats qu'il espère pour équiper plusieurs dizaines d'écoles au Niger. Le centre de tri a malgré tout ouvert une porte à quelques jeunes anciennement au chômage. J'ai appris ce métier ici, car à mon arrivée à Agadez, il était difficile de trouver du travail. Au début, ce n'était pas facile, mais j'ai fini par maîtriser l'ensemble du processus. Aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de la formation des nouveaux arrivants. Quelques kilomètres plus loin, l'école primaire Ibrahim Oumarou reçoit les bancs fabriqués à base de déchets plastiques. Un soulagement pour la structure. Depuis la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Niger, et donc l'interruption de la voie principale d'importation vers le Niger, les établissements scolaires sont impactés. Vraiment, nous encourageons l'initiative de ces tables qui se font localement. Et ensuite, c'est un avantage pour nos élèves qui n'ont pas de tables qui sont assis par terre. Une solution qui, par ailleurs, permet de contenir un phénomène grandissant un peu partout en Afrique, la prolifération des déchets plastiques à mesure que la démographie progresse. Allez, on ouvre une page culture avec le cinéma nigérian qui passe un nouveau cap à Cannes. Le festival de cinéma le plus prestigieux du monde accueille pour la toute première fois une production de Nollywood avec My Father's Shadow, l'ombre de mon père en français. Le film sélectionné dans la catégorie Un certain regard raconte l'épopée d'un père et de ses 2 fils à Lagos sous fond de crise politique au début des années 90. Notre équipe a rencontré le réalisateur Akinola Davis. C'est un événement et c'est une bonne chose. J'ai eu la chance, moi, de découvrir déjà ce film. C'est vraiment une petite merveille. On est à Lagos en 93. Le Nigeria est alors en pleine crise politique. Les militaires rôdent dans la ville tels des fantômes menaçants. Et on va suivre en fait la journée, l'itinéraire d'un homme avec ses 2 enfants, donc dans la ville tentaculaire et labyrinthique de Lagos, où on sent une menace peser sur cet homme dont on ne sait rien. On va dévoiler au fur et à mesure son passé
plutôt plus ou moins trouble. C'est un film étouffant, fiévreux aussi, avec une mise en scène en état de grâce. On va écouter l'auteur du film, Akinola Davis, qui nous raconte la portée intime de ce long métrage. Écoutez-le. Une grande partie de l'histoire est tirée de souvenirs personnels. Avec mon frère Wale, nous avons perdu notre père quand nous étions très jeunes. La genèse de l'histoire est venue de la volonté d'enquêter sur cette absence, sur ce qu'elle signifie pour nous et sur la manière dont cette histoire peut être en quelque sorte universelle. Le fond est donc très personnel parce que nous avons vécu cette expérience. Et la relation à la paternité est tout aussi personnelle parce que nous posons des questions sur lui, on nous parle toujours de lui, donc nous avons toujours vécu littéralement dans son ombre. Donc c'est important aussi d'enquêter pour nous-mêmes. You know what? Go and wear your clothes. You are following me to Lagos today. But Mommy said we shouldn't leave the house. That we should wait for her. And why don't you stay and wait for her? You can tell her I went with Daddy to Lagos, but she puts you in charge. Hopefully, your mommy comes back before we go. But otherwise, we just have to leave a message for her. Go now, sharp, sharp. Et du cinéma à la musique, il n'y a qu'un pas. Le festival de musique sacrée du monde se tient en ce moment même à Fès, au Maroc. Du jazz spirituel au chant kazakh, des steppes, en passant par les maîtres tambours du Burundi, le festival s'inscrit dans la tradition spirituelle et artistique de la ville. L'événement, créé en 1994, vise au dialogue des civilisations. Mélina Huette et Tarek Kaye étaient sur place. Cette 28e édition du Festival des musiques sacrées lors duquel des artistes du monde entier collaborent, eh bien cette fois-ci, c'est l'Italie qui est à l'honneur avec ce thème, Renaissance au pluriel, d'où cette collaboration entre l'orchestre du Festival Monteverdi et l'orchestre arabo-andalou de Fès. We play especially Baroque and Renaissance music. On joue essentiellement des musiques baroques et de la Renaissance. On a donc l'habitude d'improviser. Pour notre type de musique, c'est fondamental. Et en ce sens, nous sommes proches des musiciens marocains. Parmi les concerts marquants de ce début d'édition, un Ave Maria où la voix de la française Battista Aquaviva s'est mêlée à celle des soufis mourides sénégalais. On assiste vraiment de nos jours à l'extrémisme religieux, le fait vraiment de découvrir d'autres cultures religieuses et puis de découvrir d'autres artistes et de les côtoyer et même d'essayer de chanter ensemble. Je pense que c'est une expérience déjà qui est nouvelle, mais c'est vraiment à vulgariser et puis à inciter les personnes vraiment à être plus ouvertes d'esprit. Ce qui est beau, c'est qu'on s'adresse à l'âme. Malgré les différences et les distances géographiques, les différences de peau et de mode de vie, tout le monde s'est réuni autour d'un même concept, autour des mots d'amour, de cordialité et de coexistence dans ce beau pays qu'est le Maroc. Quelques 200 artistes venus de 15 pays durant 9 jours. Fès vit au rythme de ce festival durant lequel le temps est comme suspendu. Une parenthèse faite de tolérance et d'ouverture d'esprit. Et voilà de la musique pour refermer notre journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.